Je vais vous parler très brièvement en préambule de la vision du marché de l'emploi côté anglo-saxon. Et puis après, on passera évidemment du temps sur la construction du CV elle-même. Alors, la vision du marché de l'emploi, c'est important quand même de rappeler qu'aux États-Unis comme en Angleterre, il y a la notion de vendeur et d'acheteur. Finalement, vous savez, c'est encore une fois, j'ai introduit ça juste il y a quelques minutes. Les anglo-saxons sont très friands du marketing de soi, le personal branding. Alors, encore une fois, c'est des termes peut-être que vous avez déjà entendu, que les Français essaient de s'approprier. L'objectif, c'est de bien se vendre. Et finalement, il y a cette notion chez les Américains et les Anglais, c'est finalement à travers le CV et au-delà du CV, c'est quelle valeur ajoutée vous allez apporter à la société qui recrute. Et il y a une question qui est souvent d'ailleurs un peu embarrassante des Américains et des Anglais quand on n'a pas préparé le terrain, c'est de penser vraiment élaboration du CV et élaboration de toute sa stratégie de communication sur quelle offre êtes-vous sur le marché. Vous allez me dire, ça revient à dire quel projet j'ai face aux recruteurs. C'est un petit peu différent. On va un petit peu plus loin. C'est finalement, vous êtes considéré, si je puis me permettre, comme un produit qui va apporter un service dans un contexte donné. Donc, c'est aussi de se rappeler quelles sont vos cibles. Et puis, évidemment, le CV doit être en adéquation, doit être cohérent par rapport au projet que vous portez et par rapport aux cibles que vous avez pu identifier. Donc, les Américains parlent vraiment de plan marketing, plus que de CV. Pour les Anglais, la notion est la même. C'est vraiment une dynamique de marketing. On verra que sur le CV, et toute la construction, toute la présentation que je vous propose ce soir, c'est de parler encore une fois des bonnes pratiques aux États-Unis et en Angleterre. Et le déroulement d'atelier, finalement, est construit sur la base comparative entre un bon CV américain et un bon CV anglais. Je parle de bonnes pratiques. Je vous livre déjà un secret dès l'introduction, c'est que vous allez vous rendre compte qu'à travers les CV en langue anglaise que vous avez déjà pu observer ou regarder, ou que vous avez peut-être dû construire, ou les conseils dont vous avez déjà pu bénéficier pour ce type d'outil, il y a parfois et souvent un mix des deux. Rien de grave. Là, je vous parle ce soir des bonnes pratiques pour ce qui touche les États-Unis et les Anglais. Si à la fin, il y a une petite combinaison des deux, et on y reviendra évidemment, ne vous inquiétez pas plus en détail, il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude. Laurent, Oui. une question en fait, quand on dit qu'il y a des acheteurs et des vendeurs et qu'il faut savoir se vendre, en fait, c'est que c'est pas tabou dans ces pays, mais en fait, en France, c'est la même chose, sauf que on n'ose pas trop se le dire, mais c'est pareil en France en fait, sauf que c'est pareil en France, si ce n'est que vous allez voir, et ça va vous faire sourire, les Américains notamment aiment afficher clairement leurs résultats. Tout ce qui touche aux réalisations probantes, alors certains d'entre vous peut-être y avaient travaillé dans une perspective d'évolution de carrière ou de rebond, les Américains affichent les choses très clairement dès l'introduction du CV. Et parfois, ça touche un peu notre humilité, j'allais dire notre fausse humilité. Si, c'est quand même une vraie humilité quand on compare par rapport à l'approche américaine. Vous allez voir juste après. Alors, la construction du CV elle-même. Alors, encore une fois, un rappel aussi de quelques bonnes pratiques. Vous allez me dire, oui, c'est vrai en français, mais si je rappelle ces éléments-là, c'est que je fais partie d'un cabinet où il y a une activité de chasse de tête très importante et on a une dimension aussi internationale. Donc, quand je rappelle quelques bonnes pratiques, ça va venir aussi après, c'est qu'il y a encore des fois des choses un petit peu étonnantes que l'on voit. Alors, pour les Américains, encore une fois, mais c'est un petit peu, je me répète, le CV doit refléter une stratégie de communication, ce n'est pas une biographie. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose pour les Anglais, c'est la même chose pour les Français. Il y a une dimension effectivement de brochure commerciale, de carte de visite. Finalement, le CV, encore une fois, aux États-Unis, en Angleterre, mais comme en France et dans de nombreux pays, c'est un bon moyen de se rappeler aux bons souvenirs de vos interlocuteurs. En Angleterre, même chose que pour les États-Unis, vous voyez, c'est un document de vente. Il doit être concis, ça peut faire 2 pages. Alors là, c'est le grand sujet. Est-ce que le CV doit faire 1 page, 2 pages?
Et là, j'anime aussi pas mal d'ateliers sur le CV français. Bon, vous en êtes d'accord, il y a autant de versions de CV que de personnes avec lesquelles vous discutez. Néanmoins, il y a quand même quelques bonnes pratiques. Quand on a un certain niveau d'expérience, comme je crois que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous, 2 pages, ce n'est pas trop long. Hein. Et donc, ne vous dites pas, mon CV doit faire impérativement 1 page, donc en anglais et aux États-Unis, en américain, ça doit faire obligatoirement 1 page. Ça peut faire 2 pages comme en France. Hein. Donc là, pour le coup, il y a une certaine homogénéité entre l'Angleterre, la France et les États-Unis. Les autres recommandations, mais c'est des recommandations que je ferai aussi pour un CV français, dans une police de caractère, sans faute ni coquille. Alors, bon, après les couleurs, évidemment, si vous n'êtes pas dans un métier de créatif, essayez de limiter le nombre de couleurs. Hein. Généralement, on dit voilà, pas plus de 2 couleurs sur un CV. Vous allez me dire que c'est un peu triste ce que je vous propose, mais voilà, encore une fois, tout participe, le fond comme la forme, à une stratégie, à un objectif. Donc, vous portez un sujet, vous portez un message, et encore une fois, ça participe à une stratégie de communication. Donc là, encore une fois, quelques généralités que je trouvais intéressant de rappeler. Alors évidemment, ce que je pourrais mettre d'ailleurs à ce stade, hein, et j'insiste bien là-dessus, parfois on utilise beaucoup d'acronymes. Évitez d'utiliser des acronymes. Alors vous allez me dire, ouais, mais les Anglais et les Américains, ces acronymes-là, ça vient des Anglais, ça vient des Américains. Quand on dit KPIs, c'est une formule anglaise. Oui, certes, mais il faut respecter son interlocuteur, que l'on soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc, vous pouvez aussi vous adresser à des personnes qui ne sont pas des expertes dans vos domaines, dans vos métiers. Donc, évitez d'utiliser des acronymes d'une façon générale. Donc, le format américain. Si on lisait rapidement cette slide avec la slide suivante, le format anglais, vous diriez, ben, je ne vois pas très bien la différence. Finalement, vous allez voir entre le format américain et le format anglais, il y a une grande différence. C'est un point principalement, c'est le 3e point, le summary statement. Le summary statement, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très américain. C'est un résumé en haut du CV, qui, pour reprendre ce que vous disiez, Lorraine, juste avant, qui reprend vraiment les qualités, qui affiche les qualités. Et quand je dis les qualités, c'est à la fois les savoir-faire techniques, les hard skills, comme disent les anglo-saxons, et les soft skills, c'est les qualités humaines que vous avez. Hein. En résumant finalement quelque part, en quelques mots, en quelques lignes, votre expérience professionnelle. Mais voilà, hein, et vous verrez que quand je parle d'affichage, c'est une association, une combinaison d'adjectifs et de verbes qui, encore une fois, peut heurter notre humilité, très latine. Je ne vous dis pas de faire comme ça demain, on y reviendra à travers d'exemples, mais de s'en inspirer un petit peu montre que vous êtes aussi approprié la culture de vos interlocuteurs. Donc, pour revenir sur le format américain, il y a évidemment un en-tête, un heading, il y a un objectif professionnel, ça c'est une constante dans tous les pays. C'est important de rappeler l'objectif professionnel. Alors, parfois, on me dit, mais je n'ai pas d'objectif professionnel. Si vous n'avez pas d'objectif professionnel, c'est un petit peu quand même compliqué de se positionner, hein, d'une part. Et d'autre part, on me dit, mais oui, mais mon objectif professionnel, c'est mon dernier poste. C'est comme mon dernier poste. Oui. Alors, évitez, certes, mais mettez-le quand même. Hein, ça évite au recruteur du coup d'aller sur votre dernier poste et de deviner lui-même ce que vous voulez faire. Donc, c'est très important d'une façon générale, et ça aussi c'est une constante, de pouvoir afficher, affirmer un objectif professionnel. Et puis, il y a ce fameux summary statement, on y reviendra plus en détail, ne vous inquiétez pas, qui est vraiment l'élément distinctif américain. Ensuite, voilà l'historique de carrière, les responsabilités, les réalisations probantes, hein, ou les principales réalisations avec des indicateurs, des résultats à la clé, votre formation, le développement professionnel et la formation continue. Les Américains comme les Anglais aiment bien cette dimension formation continue. Alors, ce n'est pas de mettre les 25 formations continues que vous avez fait durant toute votre carrière, hein, les sessions d'une journée, 2 journées, mais s'il y en a quelques-unes qui vous ont marqué, que vous trouvez distinctives ou qui viennent compléter votre formation d'ingénieur, je crois que vous êtes tous diplômés des arts, vous êtes tous Gazards,
eh bien, voilà, ça, les anglo-saxons en sont beaucoup plus friands que les Français. Hein. Les Français, on ne vous dit pas de mettre dans votre CV toutes les formations continues, ou en tout cas même certaines d'entre elles. Il y a quelque chose d'autre pour les Américains, on y reviendra, c'est les memberships. Vous allez me dire, c'est quoi les memberships? C'est la participation à des associations. Si vous avez participé à l'association des arts d'une manière ou d'une autre, hein, quand vous étiez effectivement étudiant, ou même maintenant, vous le mettez. Les Américains en sont très, très friands. Ils sont aussi friands de ça, ou de vos activités, ce que vous faites à côté, que de votre diplôme initial. Hein. Vous ne verrez rarement les Américains, surtout les Américains, mettre sur une carte de visite qu'ils ont fait les arts et métiers ou qu'ils ont fait l'X, comme c'est souvent le cas dans notre culture très française. Ça fait toujours sourire les anglo-saxons. Surtout que la notion de grande école, vous inquiétez, enfin, vous le savez hein, aussi bien que moi, ils ont de quoi faire. Hein, il y a de très grandes universités aux États-Unis et en Angleterre, mais ce n'est pas ce qui les anime en premier lieu dans un recrutement. Donc, il faut être capable de parler aussi de soi, notamment pour les Américains. Aux États-Unis, comme en Angleterre, vous allez voir, vous voyez, on commence effectivement à s'approprier la culture et ce qui va faire effectivement les détails qui vont faire qu'on voit que vous êtes intéressé à leur culture et que vous ne faites pas juste de la traduction Google Translate de votre CV français. Alors là, il n'y a rien de pire, hein, c'est juste décourageant, si je puis m'exprimer ainsi. C'est la petite mention tout en bas, hein, vous voyez, References Available Upon Request. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vos référents sont disponibles sur demande, si on devait traduire ça de façon littérale. Hein. C'est une petite formule, alors ce n'est pas tant de mettre les référents, attention, hein, pas de détails hein, sur les personnes qui pourraient effectivement se porter garantes de vos compétences, hein, mais cette petite phrase doit être mentionnée en bas de CV, que ce soit pour les Américains ou que ce soit pour les Anglais. Je passe au format anglais. Vous voyez, quand on regarde rapidement, on se dit, tiens, quelles sont un petit peu les nuances avec… vous inquiétez pas, toutes les slides après, on revient vraiment dans le détail. Hein. Il y a pas mal de redites, mais ce n'est pas grave. Les Anglais… Laurent, oui, est-ce que ce sera possible après de recevoir les slides pour Bien sûr, vous aurez le document PowerPoint, vous aurez aussi un exemple de CV anglais et un exemple de CV américain. Parfait, merci. Bien sûr. Les Anglais… sont assez friands de contact details, c'est ce qu'on appelle l'identité. Donc, j'y reviendrai après. Hein. Les Américains, c'est différent, loi antidiscrimination, etc., etc. On y reviendra après. Le personal profile, c'est quoi? C'est juste finalement un titre de poste et une petite phrase qui finalement, quelque part, va marketer un petit peu votre projet professionnel. Quand vous regardez, et puis après, il y a les grands domaines de compétences, hein, le parcours de carrière, la formation et puis les informations personnelles. Quand vous regardez ça, vous allez peut-être vous dire, ou pas, mais je mets le point dessus, que ça ressemble, quand je vous présente le format UK, vous allez vous dire, mais c'est les Français un peu là, ce qui nous présente Laurent. Ben oui, mais c'est pas, rendons encore une fois, c'est ce que je vous ai dit en introduction, rendons à César ce qui appartient à César. Les CV aujourd'hui français, et encore une fois, il y a beaucoup de versions, il n'y a pas une seule version, mais en tout cas, les CV qui sont relativement inspirants et qui marchent, qui ont un impact aujourd'hui sur le marché, s'inspirent, c'est du copier un peu collé du CV anglais. Hein. Donc aujourd'hui, souvent, c'est vrai que le CV français, on met un objectif de poste, une petite phrase qui market un petit peu cet objectif de poste, enfin ce type de poste, et puis les grands domaines de compétences qui sont les nôtres, et puis après, on déroule notre parcours professionnel. Ça, c'est vraiment l'inspiration très, très, j'allais dire british, très anglaise. Et toujours avec cette petite mention, vous voyez les references, available open request, que ce soit pour les Américains ou pour les Anglais. Je reviens aussi un petit peu sur ces comparaisons. Pour résumer, vous avez bien compris que ce qui fait vraiment l'essence même du CV américain, c'est le fameux summary statement. Et on viendra après, mais quand bien même vous optez pour la version un petit peu anglaise, hein, si on vous demande un CV en langue anglaise et vous dites le CV anglais, c'est quand même un petit peu plus simple de le faire l'exercice du summary statement, c'est toujours très intéressant parce que ça permet, hein, si vous avez travaillé un pitch, par exemple, hein, ce n'est pas le sujet du jour,
et c'est un sujet qui me passionne, vous l'avez compris, tout ce qui touche à la communication, hein, ben, ça permet finalement voilà, de parfaire le pitch qui sera le vôtre, hein, finalement, le pitch alimentant le summary statement alimentant le pitch, et comme par hasard, le summary et le pitch alimentant le fameux résumé LinkedIn. Hein. Je ne sais pas si vous êtes intéressé vraiment à l'outil LinkedIn, mais vous voyez, le résumé LinkedIn, tout ça, c'est un peu la même essence. Tout ça, finalement, participe, encore une fois, à une communication très homogène, hein, qui est voilà, qui est de finalement dire en quelques mots, en quelques lignes, des choses bien réfléchies, parce qu'il y a tout un travail en amont, hein, ça ne découle pas comme ça, mais qui vont être vraiment impactantes et qui vont faire la différence entre vous et les autres. Pour l'instant, tu vas sûrement dire qu'il y a une différence, mais le summary statement, c'est ce qu'on retrouve quand même en haut des CV, que ce soit sur LinkedIn ou même les CV français, en disant voilà qui je suis et qu'est-ce que j'ai pu faire. Et ça, on résume ça en une phrase ou deux phrases, quoi. Pour l'instant, je trouve que c'est à peu près la même chose, non? Ouais, alors tu verras, Eric, que je me permets de vous tutoyer. Hein. Tu verras, Eric, que le summary statement, on va plus loin que juste une ou deux phrases. Hein. Je vous montre des exemples juste après. Hein. Vous allez voir que tu vas voir et vous allez voir que c'est quand même un petit peu différent. Entre, vous voyez, par exemple, directeur marketing et commercial, une expérience de 10 ans dans le business développement, service de marque à forte identité. Voilà. Ça, c'est typiquement français ou l'approche anglaise. Hein. On market un peu l'objectif de poste. Ouais, dans le summary statement, ce n'est pas ça. Hein. Tu vas voir que ça, on va beaucoup plus loin que ça et on est vraiment dans l'affichage déjà de choses, j'allais dire, pour utiliser une formule américaine, assez extraordinaire. Hein. En tout cas, des éléments de différenciation. Le summary statement, c'est en fait, on survend ce qu'on a déjà fait. Oui, alors on survend, en tout cas, on vend à l'américaine et à l'américaine, en l'occurrence, ce que l'on a fait, avec des mots qui sont, mais à chaque fois avec cette capacité de donner un exemple. Hein. Quand on affiche des choses, ce n'est pas la survente, c'est en tout cas d'afficher avec des mots qui ne sont pas forcément les nôtres dans notre culture française, des choses que vous avez faites. Donc, il faut mettre des mots. Hein. Si vous avez eu des résultats consistants, Jean-Luc, si tu as eu des résultats consistants dans la direction des opérations, par exemple, eh bien, tu ne vas pas mettre voilà, résultats probants dans la direction des opérations en TAC. C'est des résultats extraordinaires dans le domaine des opérations où, avec cette vision tactique hein, qui te caractérise, bien évidemment. Hein, tu verras l'exemple, et encore une fois, je ne fais pas de teasing, mais ça va, voilà, je vous montrerai des exemples qui sont très représentatifs de ce qu'aiment bien les Américains. Mais la notion de résultat, tu sais, de projet, ce que je veux dire, les réactions probantes, comme on dit dans notre jargon, avec cette notion, on décrit le contexte, les actions, les résultats et les compétences déployées. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire ce travail-là. Et ça nous vient typiquement, c'est les Américains. Ça, il y a 40-50 ans, ils décrivaient leurs projets de cette façon-là. En France, je suis dans le haut placement depuis 6-7 ans. C'est relativement récent tout ça, de présenter les réalisations sous ce format-là. Le summary statement, Laurent, oui. On l'oriente plutôt vers les résultats ou également avec des compétences? Non, alors là, c'est plus que des résultats parce que les résultats, tu vas pouvoir les démontrer dans ta carrière professionnelle sur les achievements. Tu vas pouvoir mettre vraiment en avant des compétences. Voilà, donc c'est plutôt compétences. Et quand je dis compétences, c'est pour reprendre la formule, c'est les savoir-faire techniques et les qualités humaines. Une capacité à fédérer, à engager les ressources autour d'une vision commune. Là, on est un petit peu dans les qualités. Hein, et solide capacité ou capacité extraordinaire à mener des opérations de retournement. Là, on est dans les savoir-faire techniques. Et chacun dans votre domaine, vous aurez des choses à dire. Alors, encore une fois, on pourra modérer, moduler, parce que, bon, voilà, il faut quand même on ne peut pas franchir comme ça le Rubicon d'un seul pas, mais on peut y aller un petit peu plus modérément, mais il faut aussi, comment dire, oser afficher ses réalisations. Oui. Est-ce que tu conseilles plutôt d'orienter les références vers des anglo-saxons ou pas? Et Jean-Claire, est-ce qu'un Américain répondra plus précisément aux questions d'un autre Américain s'il s'agit d'un cabinet de chasse américain? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu préconises?
c'est d'avoir un panel assez, finalement assez international. Si vous postulez à l'international, c'est que vous avez déjà quelques référents ou un panel représentatif. Mais tu peux y mettre plusieurs nationalités. Ce qui est important, finalement, ce n'est pas tant la nationalité, c'est ta capacité à coordonner les messages. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est pour ça que généralement, mais encore une fois, et je suis très content que Étienne, tu abordes ce sujet-là, quand on donne des références, pas sur le CV, mais après quand on demande, et les chasseurs, mais nos chasseurs de tête chez nous au sein du cabinet demandent toujours des références. Ça fait partie quasiment maintenant systématiquement des process de recrutement. Il ne faut pas en donner 18. Il faut limiter les références parce que l'objectif, c'est de maîtriser sa com. Et donc, plus vous donnez de référents, de références, plus ça va être compliqué d'harmoniser une stratégie de communication. Je vais être dans le jugement. Vous savez, là, un petit peu le double discours très américain. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ou faites ce que je fais et pas ce que je dis. Enfin bon, bref. C'est-à-dire qu'il y a des lois anti-discrimination aux États-Unis, donc il ne faut pas indiquer voilà, son âge, sa date de naissance, la nationalité, ainsi que la situation familiale sur un CV. Et pourtant, LinkedIn, c'est un outil inventé par les Américains et utilisé aujourd'hui dans 100% des cas dans des process de recrutement. Donc, c'est très amusant. Et quand vous n'avez pas votre photo sur LinkedIn, on vous dit que votre profil est à 50% complété. Donc, c'est tout le double discours habituel des Américains, mais il faut faire avec, ce n'est pas grave. Donc, un CV américain, vous mettez le minimum, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, point final. Et ça vous fait gagner de la place sur le CV, c'est bien. Voilà, donc les photos, la question traditionnelle que l'on me pose est est-ce que je mets une photo ou pas? Pour les Américains, si c'est un CV, vous savez que les Américains l'auront, n'en mettez pas, quand bien même vous souhaitez en mettre, évidemment. Et pour les Anglais, ils sont, eux, très friands de ça. Enfin, ils aiment bien tout ce qui touche à l'identité, pour le coup. Vous pouvez être beaucoup plus généreux pour tout ce qui touche à l'identité du côté anglais. Ça va vous faire sourire, prétention salariale, niveau du dernier salaire, la raison du départ des postes précédents. Si j'en parle encore aujourd'hui, c'est que nous voyons encore des CV, pourtant de personnes qui ont des niveaux de responsabilité importants, qui précisent leur niveau de rémunération, leurs prétentions ou les raisons du départ des postes précédents. Donc, le summary statement, vous voyez, c'est concise statement summarizing experience, areas of expertise, technical, professional skills. Donc, c'est les soft et hard skills. Et on viendra effectivement à travers l'exemple. Je pense que ce sera plus parlant. Et puis, les grands domaines de compétences pour les Anglais. Alors, généralement, 4-6 domaines de compétences. D'ailleurs, on vous dirait la même chose pour un CV français. Alors là, c'était simplement aussi pour vous familiariser avec quelques terminologies anglaises ou américaines. Les Américains peuvent parler d'accomplishments, les Anglais vont parler d'achievements. Mais bref, si vous mettez achievement pour un CV destiné aux Américains, et ce n'est pas un problème. Voilà. Ce qu'il faut retenir là, vous voyez, si vous prenez déjà ce qu'on s'est dit depuis le départ, la version américaine, summary statement, les Anglais, les grands domaines de compétences, la petite mention references available upon request en bas de CV, et je rajouterais, c'est peut-être un des points les plus importants, toutes les réalisations que vous mentionnez quand vous décrivez vos expériences professionnelles doivent commencer, alors je fais appel à doivent commencer par un verbe au prétérit. C'est ce qu'on appelait en anglais, c'est vrai qu'on apprend ça, je me souviens, au collège, mais on a des souvenirs lointains. Le sentence opener, c'est-à-dire c'est tous les verbes doivent commenter, vous voyez, plutôt de mettre management of ou contribution ou development, c'est de mettre developed, contributed, managed. Et vous allez me dire, mais pourquoi on tourne, voilà, donc c'est des verbes tournés au passé. Pourquoi? Finalement, quand on y réfléchit bien, c'est que pour les Anglais et les Américains, si ce n'est pas tourné au passé, c'est que ce n'est pas réalisé. C'est vrai que j'ai discuté un jour avec un Américain sur le sujet. Il disait, mais c'est sûr que si vous mettez une phrase, un verbe, vous voyez, contributing to or developing, etc., pour eux, ce sont des choses en cours qui n'ont pas été réalisées. Et donc, dans l'esprit, dans la culture très, très orientée résultat, j'insiste lourdement, de nos amis anglo-saxons, c'est important de savoir que si vous mettez une réalisation, alors il peut y avoir des réalisations qui sont en cours, ça, il n'y a pas de problème. Si vous mettez des choses, c'est que voilà, vous avez atteint, c'est clôturé et qu'il y a eu un résultat à la clé. Voilà, ça c'est un point ultra important. Et vous voyez, rien qu'avec ces éléments-là dont je vous ai parlé, ça fait la différence entre un CV
qui ressemble un peu plus à un CV anglo-saxon, d'un CV, encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus, d'un CV français traduit à la va-vite, parce que c'est souvent le cas, on traduit mot pour mot. Et là, c'est vrai que finalement, quelque part, pour avoir discuté avec certains, encore une fois, recruteurs, ils ne sont peut-être pas forcément représentatifs, ils disent que du coup, alors il n'y a pas que les Français, hein, je vous rassure, hein, mais que voilà, ça donne un côté un peu brouillon. Et ça ne donne pas du coup une image pro. Ça brouille un peu les pistes aussi. Quelquefois, on a des recruteurs qui sont anglais de plus en plus maintenant, Oui. qui recrutent pour des sociétés françaises. Alors, ça brouille les pistes sur quel plan, Eric? Bah, sur la présentation du CV, quoi, hein. Est-ce qu'on oriente notre CV sur quelque chose qui est quand même plutôt britannique, donc Ah bah si, orientation résultat, si on vous demande un CV on en… va Ouais. Mais Eric, si on te demande, quand bien même un chasseur anglais, si c'est un chasseur anglais qui chasse pour la France, il y a une raison. Ça veut dire qu'il y a un CV anglais à un moment donné qui doit être réalisé. Et le CV anglais, c'est bien de s'inspirer de ce que je vous présente, en tout cas de prendre quelques bonnes pratiques de ce que je vous présente. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez aussi faire votre marché dans ce que je vous propose. Mais dans ce cas-là, Eric, je te suggère d'avoir un CV en langue anglaise. Soit le chasseur anglais te le demande, soit il ne te le demande pas, il a un CV français, ça lui suffit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de faire un CV anglais. Mais si c'est un chasseur anglais qui chasse pour la France, c'est que c'est une organisation très tournée vers l'international. Ça peut être une entreprise internationale implantée en France. Ça peut être une entreprise française qui est aussi tournée vers l'international. Pour les Américains, si vous avez écrit dans le journal des arts et métiers il y a 5, 10, 15, 20 ans un petit article sur un sujet qui vous intéresse, mettez-le. Hein, même si vous trouvez que c'était un peu désuet, un peu ancien, etc. Les Américains raffolent de ça. Bon, lecture, cinéma, vidéo, enfin, voilà, ça pas tellement. Alors, quand on sort de l'école, pourquoi pas? Parce qu'il faut remplir le CV. Quand on a quelques années d'expérience, comme c'est votre cas, même si vous êtes encore là, vous démarrez votre carrière, vous avez déjà 4-5 ans derrière vous d'expérience. C'est pas, voilà, il faut que ça soit un peu distinctif. Hein. Si vous faites du marathon, du semi-marathon, vous faites du théâtre, vous faites partie d'un club artistique, mettez-le. Mais si c'est, voilà, hein, trop souvent, encore une fois, je vois des choses pour des gens qui ont plusieurs années d'expérience qui mettent, comme vous savez, on fait en sortie d'école, lecture, cinéma, c'est pas, voilà, ça n'a pas forcément un impact énorme. C'est pas là-dessus, en tout cas, que vous serez jaugé. Je vous propose d'aller sur le Somerset Nantes. Le premier exemple, c'est un comptable. Ce sont de vrais exemples que je vous propose. Et il y a 3 petits pans après skills, le dernier mot, parce que ça continue encore après. Il s'agit encore une fois, sans jugement, mais d'un comptable vraiment de premier niveau. Vous voyez déjà un petit peu dans la tournure qu'il met… voilà, ça reste relativement sobre, hein, mais il y a déjà proven ability, vous voyez déjà, donc compétences reconnues, hein, perform, la notion de performance, hein, donc broad range, voilà, quickly, accurately, déjà des adjectifs, vous allez me dire, ouais, c'est pas encore trop fort ça, mais quand même, un comptable ne mettrait pas forcément ça sur un CV. Enfin. Polyvalence, hein, reconnu pour l'engagement, work ethic, ça c'est très très américain. Et vous voyez déjà là, going the extra mile to get the job done, vous voyez, là, vraiment, on est vraiment déjà, vous voyez, c'est encore une fois, on parle de comptable, hein, excellent interpersonal skills. Vous voyez déjà quand même, hein, dans l'affichage, sur le deuxième exemple. Alors là, c'est un cadre supérieur, vous voyez, l'entreprise, et vous voyez là, c'est très représentatif de ce que présente, parce que bon, j'ai quelques connexions. Vous voyez, par exemple, à l'Université de Chicago, hein, ils ont une association d'anciens des MBA Chicago, comme peuvent l'avoir les arts et métiers, hein, aussi dynamique que vous. Et voilà ce qu'ils proposent vraiment en type de format de rédaction. Vous voyez, alors caractérisé comme un visionnaire, stratège, tacticien, consistent record of delivering, vous voyez, résultats extraordinaires en développement, revenus, operational performance. Là, on est sur du hard skills, hein. Profitability, high level operational initiatives, we confirm ability to transform organization, maximizing business potential and efficiency, demonstrating. Alors là, après, vous voyez, la soft skills, leadership, mobilisation et dynamisation des équipes, hein. Hop, on revient sur la skill, finance, sales, marketing, business development, services, best and people management oriented,
highly. Vous voyez, à chaque fois, on associe des adjectifs au verbe. Highly, successful in building vendor relationship that thrive, cost reduction, margin increases, etc., etc. Vous allez dire, oh là, mais ce que je voulais vous montrer, c'est encore une fois, je ne vous dis pas de faire exactement, d'utiliser les mêmes mots, les mêmes adjectifs, mais néanmoins, vous voyez bien que dans la culture américaine, on est bien, etc. Ce qui est important, évidemment, c'est au-delà de cet affichage, c'est, comme je vous le disais, mais c'est bien de se le rappeler, c'est d'être capable de mettre des exemples derrière ça. Quand la personne, et cette personne-là a des exemples sur, non pas chacun des mots, mais ce qu'elle met en avant. Quand elle met restructurer les organisations, maximizing business, dynamiser les équipes, les monter en compétences, elle a à chaque fois des exemples permettant effectivement de démontrer que ce n'est pas que du marketing, mais c'est une réalité. Si ce n'est qu'en termes d'adjectifs et de mots que l'on met, on y va quand même relativement fort. Vous voyez que ça ce n'est pas tout à fait dans notre culture. Je vous rassure, en termes de lexique, que ce soit sur les adjectifs ou les verbes, je vous propose dans le document un lexique dans une petite banque de mots, d'adjectifs et de verbes, on va voir juste après, enfin un petit peu plus tard, dans laquelle vous allez pouvoir puiser. Alors, je ne dis pas qu'il y a tous les adjectifs et tous les verbes, mais vous verrez, je pense, que ça pourra couvrir 99,9% des réalisations que vous avez envie de mettre en avant. Alors là, je parle des réalisations, mais ça peut aussi vous servir dans le summary statement si vous décidez d'en faire un. Encore une fois, je vous montre les bonnes pratiques du CV américain. Vous pouvez vous dire, le summary statement, c'est un peu compliqué à faire. Je vais plutôt m'orienter dans un premier temps sur un CV plus type anglais, qui ressemble encore une fois beaucoup au nôtre. Voilà. Mais cet exercice-là est encore une fois assez intéressant parce qu'en quelques lignes, mais c'est en lien encore une fois avec le pitch, le résumé LinkedIn, permet finalement de dire qui vous êtes, qui vous êtes et ce que vous savez faire le mieux. Alors, vous voyez, les Anglais, on va reprendre, vous allez me dire, ça vous parle, peut-être beaucoup plus, les grands domaines de compétences qu'utilisent les Anglais. Alors, ce ne sont que des exemples, là, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais ça permet de dire, voilà, ce sur quoi. Alors, évidemment, là, c'est un peu raccourci, vous pouvez mettre quelques mots un petit peu plus, mais enfin, quand on parle de compétences, il faut éviter aussi de faire un bloc d'une page ou d'une demi-page, il faut être quand même très synthétique. Donc, mais quelques exemples de compétences aussi, voilà, vous pouvez utiliser, mais la liste ici n'est pas exhaustive, ce ne sont que des exemples, encore une fois. Si je peux me permettre, juste, j'ai une question plutôt de langue. Je ne suis pas sûre de comprendre category management. Alors là, c'est une notion très marketing. Ok, d'accord, j'y étais pas du tout. Oui, c'est pas que. Alors, il y a certains d'entre vous qui peuvent, vous savez, voilà. Donc, effectivement, je ne mettrai pas ça. J'ai accompagné quelques gazards qui sont des pros du marketing aujourd'hui. Et voilà, mais pas tous. Non, mais effectivement, ok, dans un contexte, j'étais pas du tout en fait. Oui, là, voilà, ça couvre. Sous le procurement, et du coup, non, mais très, très clair. Voilà, merci. Donc category management, ça peut avoir une notion marketing, ça peut avoir une notion d'ailleurs aussi d'achat, dans les achats. Et puis pour les réalisations, pour les responsabilités, je trouvais qu'il était intéressant de vous donner. Alors là, il y a quelques pages dessus. Encore une fois, c'est une liste d'exemples, simplement aussi pour vous montrer la tournure des phrases, avec chaque fois le fameux verbe au prétérit, mais bien souvent avec l'association du verbe et de l'adjectif. Vous voyez, par exemple, consistently, sur le deuxième bullet point, achieved, challenging, commercial budgets, etc. Vous voyez, parfois, il y a des petits adjectifs qui sont mis par-ci, par-là qui permettent de mettre un focus sur des choses que vous avez envie de mettre en avant. Et j'ai essayé de prendre des exemples où il n'y a pas forcément toujours les mêmes verbes. Parce que là aussi, CV français traduit à la va-vite en anglais, vous voyez, il y a 2 verbes, on utilise 3 verbes et c'est toujours les mêmes. C'est management of, c'est deployment ou implementation, c'est development. Alors je schématise un peu, mais bref, ça tourne entre 3 et 5 verbes. C'est un peu réducteur. Et ça montre pas forcément votre, comment dire, le temps que vous avez passé effectivement à travailler sur le sujet. Bref, la langue anglaise est suffisamment riche comme la langue française pour que, au moins pour un poste donné, vous ne mettez pas 2 fois le même verbe.
Alors après, d'un poste à l'autre, vous pouvez effectivement reprendre. Mais encore une fois, ça montre que vous avez un lexique un peu plus large, voilà, de la liste des 3-5 verbes que vous allez remettre à toutes les sauces. Alors, vous voyez le fameux lexique, il y a 2 pages, la page 22-23, et encore une fois, vous aurez le document. Eh bien, sur la première partie, vous voyez, il y a les adjectifs, de able jusqu'à youthful. Ce sont des adjectifs. Et puis après, à partir des action words, il y a eh bien, une série de verbes qui se poursuit ici, sur la deuxième page. Et vous allez voir que finalement, en lisant ces verbes, je suis sûr qu'il y a 90% ou 80% de ces verbes que vous connaissez déjà. C'est très simple. On ne réinvente pas la poudre. Et puis vous dites, mais mince, c'est vrai que finalement, ça décrit bien ce que j'ai envie de dire. Donc, ne vous en privez pas. Alors, et puis, bon, il y a peut-être des verbes, évidemment, il y a certainement des verbes qui ne figurent pas, que vous avez peut-être envie d'utiliser, qui ne figurent pas dans cette liste. Mais n'hésitez pas à utiliser déjà cette liste, elle est déjà, à mon sens, assez complète. Vous voyez, je reviens sur la page précédente. Si vous voyez, les accelerated, il y a voilà, led, delegated, created, des verbes très simples. Et que, voilà, ne vous en privez pas. Je vous propose de poursuivre et d'aller un petit peu plus loin que le CV. Ça va être très rapide, je vous rassure. Pas d'inquiétude. Essayez de se dire, finalement, voilà, ok, le CV c'est une chose, mais après il faut réussir ses entretiens. Donc je vous ai proposé dans ce document-là, j'ai pas pu m'en empêcher, de mettre quelques questions clés et puis de voir aussi ce qu'est la notion de pitch pour des Anglais ou des Américains. Pour les Français, c'est légèrement différent, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Je reviens sur les entretiens. Je vous ai proposé quelques questions. Vous allez me dire, ouais, mais ok, rien de très nouveau, Laurent, pas très original. Moi, c'est les questions que je prépare en français. Oui, encore une fois, je le rappelle, j'ai rien. Encore une fois, j'ai pas d'action aux États-Unis ou en Angleterre, mais c'est les Français et les recruteurs français pour avoir 25 chasseurs de tête dans le cabinet qui se sont beaucoup inspirés. Ils aiment beaucoup. Là, j'ai des collègues qui sont assis en face de moi, des chasseurs de tête, qui aiment bien poser la question en entretien. Voilà, parlez-moi de vous. Ils adorent ça. Et ça, c'est très américain. Ça fait 60 ans qu'ils les posent. Et donc, ça, c'est une bonne façon de voir comment vous réagissez et de voir si vous avez un petit pitch qui est préparé. Donc, à la question d'ailleurs en français ou en anglais, parlez-moi de vous, c'est aussi cette capacité de dire, si vous voulez bien, c'est vous prenez la main aussi sur l'entretien. Si vous voulez bien, je vais me présenter déjà brièvement dans un premier temps et bien évidemment, après, on reviendra plus en détail sur certaines étapes ou certains projets de mon parcours professionnel. Capacité d'écoute d'un interlocuteur, c'est à peu près 2 minutes. Donc, si vous parlez plus de 2 minutes, c'est par 2 minutes. Si vous parlez plus de 2 minutes, on décroche très, très vite. Et je dirais même que ceux qui n'ont pas une grande capacité d'écoute, ce n'est pas plus de 30 ou 40 secondes. Vous voyez, il faut quand même aller dire des choses clés assez rapidement. Pourquoi vous avez quitté votre dernier job? C'est les raisons du départ. Qu'est-ce que vous cherchez comme job? Les points de force et points de progrès. Oui, c'est vrai que les anglo-saxons sont très friands. Parlez-moi de votre dernier job. Vous voyez, ce sont beaucoup de questions ouvertes. C'est votre faculté aussi à finalement à pouvoir cadrer aussi un petit peu la réponse. Parlez-moi de de vos relations aussi avec votre dernier patron, vos objectifs à long terme. La fameuse question, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Là, ça c'est très 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 anglo-saxon. Qu'est-ce que vous avez gagné? Bon, rien de voilà. Qu'est-ce que vous savez de nous? Et oui. Évidemment, vous avez préparé l'entretien, donc vous savez pourquoi vous intéressez à notre société. Qu'est-ce qui fait dans votre expérience qui effectivement se raccroche à la position à laquelle vous prétendez, vous postulez, et pourquoi vous êtes face à nous aujourd'hui. Et encore une fois, cette notion, quelle contribution vous allez apporter à notre société. Et puis, évidemment, la fameuse question, leadership, c'est un mot anglais et américain. Donc, voilà votre style de leadership. Avant, on posait la question, même en France, c'est quoi votre type de management? Aujourd'hui, c'est la grande mode. On dit, c'est quoi votre style de leadership? Ça veut dire à peu près la même chose, si ce n'est que dans votre style de leadership, oui, au-delà du fait que vous dites que vous avez un mode de management collaboratif, c'est aussi d'expliquer un petit peu voilà, comment vous entraînez les équipes, et aussi quelles sont vos valeurs de partage, de transparence, de montée en compétence des gens avec lesquels vous travaillez. Je trouvais qu'il était intéressant de revenir dessus, et de sortir un peu du CV.
Et le fameux pitch, pitch, encore une fois, c'est un mot anglais. Hein, sur le pitch français, si vous allez sur le site du cabinet auquel j'appartiens, Monceau Carrière, vous verrez dans la rubrique actualité, j'ai témoigné, on m'a interviewé sur le pitch et ce qu'on attend par pitch en France. Donc, vous verrez effectivement, vous pourrez lire si ça vous intéresse. Voilà. Pour les Anglais et les Américains, le pitch est, vous voyez, c'est 3 minutes, hein, un peu plus de 3 minutes, mais enfin, ça reste relativement court. Vous voyez, pas plus de 30 secondes pour dire qui vous êtes, ce que vous savez faire le mieux. Hein. Moi, je suis un expert de la transformation digitale au service voilà, de marques à forte identité. Voilà, en quelques mots, je me décris. Alors, vous avez 30 secondes, vous pouvez en dire un peu plus quand même. Hein. Mais voilà, finalement, tout de suite, on voit, voilà, je suis un spécialiste, moi, un expert des applications industrielles dans les domaines de l'IT, avec toujours cette dimension business partner auprès des opérationnels. Ensuite, pas plus de 30 secondes pour exprimer quel est votre objectif professionnel, votre projet et objectif professionnel. Ça aussi, ça se travaille. Alors, vous pouvez avoir un double objectif où il peut ne pas être complètement ficelé à un moment donné, mais vous pouvez aussi caractériser ce qui m'anime, mes drivers. C'est à la fois le marketing et commercial dans le B2C ou dans le secteur de la grande consommation, mais ça peut se traduire par des postes à responsabilité marketing ou plutôt à dominante commerciale. Bref. Votre parcours, 2 minutes pour votre parcours professionnel. Oui, donc il faut être quand même synthétique. Je vous donne un petit truc, le parcours, pour le présenter de façon succincte, procéder par grandes phases, une phase regroupant plusieurs étapes professionnelles. Au sein d'une même phase, il y a un fil conducteur entre vos responsabilités. Une première expérience en tant qu'ingénieur de production, une première étape de carrière en tant qu'ingénieur de production. Je suis amené à exercer des responsabilités sur le terrain, chez Schlumberger et ensuite chez Vinci. Ça me permet effectivement d'appréhender le monde. Une deuxième étape, une montée en puissance avec un rôle plus corporate, des conduites de projets transverses autour de problématiques de qualité. Et enfin, une dernière étape de carrière et la combinaison des deux, le pilotage d'un centre de profit ou une direction des opérations. Bref, je prends cet exemple-là. Vous voyez, vous marquez effectivement votre parcours autour de grandes étapes, de grandes phases, avec à chaque fois un fil conducteur à l'intérieur des phases et entre les phases. Ce n'est pas le sujet du jour, je suis désolé, mais je pense que c'est quand même intéressant que je vous donne quand même un peu d'info parce que le CV, c'est quand même l'objectif de décrocher un entretien. Et puis, pas plus de 30 secondes pour donner les circonstances de votre départ ou ce pourquoi effectivement vous postulez. Dans un pitch français, on ne parle pas des raisons du départ. Vous le préparez et si on vous pose la question, évidemment, vous le dites. Mais les Anglais et les Américains, déjà dans le pitch, ils aiment bien savoir pourquoi vous êtes parti ou pourquoi vous avez envie de partir. Tout ça est dans le document, vous voyez, sur le CV. C'est pour ça que j'ai intitulé la session de ce soir, soit rebondir dans un environnement anglo-saxon ou rebondir à l'international, parce que voilà, le CV est une des composantes essentielles, vous l'avez vu, mais il n'y a pas que le CV. Quels sont les 3 ou 4 meilleurs exemples que vous avez pu voir passer où la personne, sans dire je suis une personne créative, etc., en fait, à travers leur CV, fait transparaître cette qualité-là. Moi, j'ai vu des choses très créatives pour le coup. Mais qui étaient bien vues, en fait, qui étaient, Mais oui, mais alors, les exemples sont des gens qui sont à la créa, qui sont des agences de pub, des choses comme ça. Donc oui, ça peut être même des CV animés, des choses comme ça, des choses que je ne vous recommande pas du tout. Vous n'êtes pas dans ce type de projet ou dans ce type de qualification. Donc, quand on est ingénieur, si on est une personne créative, il ne faut pas le laisser voir. Alors, il ne faut pas le laisser voir. Vous pourrez toujours le laisser voir parce que vous pouvez très bien mettre dans les compétences ou dans les choses, c'est initier des projets et les déployer ou faire éclore des projets. Vous voyez, ça, c'est une manière de faire ressurgir un peu votre créativité à travers le contenu. Mais si vous me dites, tiens, ma créativité, moi, elle va s'exprimer parce que je vais mettre 25 couleurs sur mon CV, c'est parce que je vais le présenter un peu différemment, etc. Il faut simplement être sûr que votre interlocuteur et le public auquel vous vous adressez pourra vite trouver les bons repères dans le document que vous envoyez. Parfois, on voit des CV qui sont très beaux, mais on ne voit pas les éléments clés tout de suite. Je dis ça parce que je suis en train, j'ai une amie qui est en train de poursuivre plus loin pour devenir community manager.
Oui. Il y a déjà effectivement qui a une bonne maîtrise de la langue anglaise et qui est en train de faire son CV pour chercher derrière un stage. Et voilà, pour ensuite se lancer dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas dans le domaine de l'ingénierie, c'est vraiment dans le domaine voilà, du management de communauté avec cet aspect plus d'animation de la communauté, cet aspect créatif, cet aspect aussi plus de qualité littéraire et d'animation de la communauté d'une entreprise donnée. Et donc, je me posais dans ce cadre-là, en fait, comment aussi faire ressortir pour ces métiers qui ne sont pas nécessairement purs de l'ingénierie, ce côté un peu savoir se vendre parce qu'on a une qualité en plus dans l'animation, dans penser à différemment, en fait. Mais ça peut être dans la forme du CV que vous pouvez, à partir du moment où il y a les éléments clés dont j'ai parlé. Voilà, il faut à un moment donné. Parce que, vous savez, on voit des CV où sur le bandeau gauche, il y a un certain nombre d'informations et sur le bandeau droit, d'autres informations. Il y a deux versions par rapport à ces CV-là. Moi, j'ai deux avis. Et à partir du moment où c'est effectivement, il y a à gauche des informations et à droite, il faut quand même rapidement qu'on voit votre projet professionnel, votre objectif de poste. Donc, ça sera toujours en haut. Parce qu'encore une fois, parfois sur ces CV-là, qu'on fait souvent, je suis impliqué dans pas mal d'écoles de commerce, c'est le truc qu'on propose, vous savez, parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de contenu. Donc, on fait ça très joli, mais voilà, il n'y a pas énormément de contenu. Et puis, on met les compétences, vous savez, avec des curseurs, des choses comme ça, etc. Bon, c'est joli, hein. Alors, le curseur, il peut être complètement à droite, à milieu, etc. Qu'est-ce que ça dit? Il faut vraiment. Il faut éviter un peu ces gadgets, en fait. C'est-à-dire que je suis toujours un peu vigilant, mais encore une fois, ça n'est que moi, et je n'ai pas la science infuse, attention. Mais ça n'est que moi, c'est encore une fois, ça doit participer à une stratégie de communication. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Si vous faites quelque chose d'un petit peu original, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et d'abord, premièrement, est-ce que le message est clair pour l'interlocuteur qui va recevoir? Et ces formats, vous savez, de CV où il y a des choses à gauche, des choses à droite, moi, je ne sais plus où vous regardez, et ce n'est pas seulement mon avis, vous imaginez bien, il y a quand même quelques chasseurs de tête avec nous, ils se disent, mais où est l'information clé là-dedans? On a l'impression de noyer le poisson. Donc, voilà, le format peut être un peu différent, un peu plus original, à partir du moment où le lecteur, vous savez, c'est 12 secondes pour la lecture d'un CV. Donc, en 12 secondes, on va avoir les éléments clés. Donc, si les éléments clés sont tout en haut, c'est très bien comme je viens de vous le présenter. S'ils sont à un moment donné regroupés à un autre endroit, ce n'est pas un problème. Mais il faut que les éléments clés puissent ressortir tout de suite. D'accord. C'est-à-dire qui vous êtes, votre objectif de poste, qui vous êtes, votre maîtrise de langue, votre diplôme, votre formation, les compétences clés. Ça doit ressortir très vite. 12 secondes pour un CV, pas plus. Le personnel development, le développement personnel, c'est une notion anglo-saxonne. Ce n'est pas une notion française. Donc, le marketing de soi, le personal branding, c'est anglais, c'est américain, ce n'est pas français. Et on fait du copier-coller aujourd'hui, tant bien que mal d'ailleurs. Mais voilà, tout ça nous vient des États-Unis et des Anglais. Les bouquins de management, ils ont été écrits il y a 50 ans par les Américains, tout est dit dedans. Donc, dans un langage positif, mais là, vous ne serez pas tellement étonnés. Et puis, comme disent les Anglais, avec leur humour et leur pragmatisme qui les discerne, c'est un bon CV, c'est celui qui doit vous mener à un entretien.